Donc nous accueillons pour cette deuxième communication Émilie Bettega, qui travaille au Centre national de la littérature pour la jeunesse à la BNF, comme chargée de mission sur les collections, notamment enfin, tout ce qui est en lien avec Takam Tiku Afrique, et qui nous apporte un regard. On était déjà en Belgique, on avait déjà quitté les frontières françaises tout à l'heure avec Anne, mais là on va aller un petit peu plus loin, toujours à l'est, du côté des Pays-Bas, et qui nous apporte donc des pratiques qui ont quand même d'autres moyens et d'autres façons de considérer la mise en espace, parce qu'il s'agit vraiment de ça, de l'album jeunesse. Et donc c'est aussi en lien, mais tu vas le repréciser, avec un article qui est paru dans l'avant-dernier numéro de la revue des livres pour enfants, qui a fait qu'on s'est intéressé à ce travail de recherche et d'exploration d'Émilie. Bonne intervention et merci. Merci Hélène. Mais ceci dit, on retournera en Belgique, parce que je crois qu'on ne peut pas se passer de la Belgique, vous verrez. On y retournera et pourtant on ne s'est pas coordonné. Voilà. Donc de la double page à l'espace muséographique, moi je vais m'intéresser surtout au cube blanc, qui est une salle d'exposition, et donc au volume. À la question du volume, vous allez voir. Alors comme je ne pensais pas avoir l'honneur d'être présentée, je pensais me présenter un petit peu en préambule devant vous. Donc je travaille au CNLJ, vous connaissez sans doute un petit peu tous cette revue, la revue des livres pour enfants. Je travaille depuis 2 ans, le CNLJ étant le dernier service arrivé à la BNF, et qui s'occupe donc de littérature de jeunesse, qui a son centre de ressources, la salle I, et qui publie donc la revue des livres pour enfants, au sein de laquelle moi je m'occupe tout particulièrement du comité album, et donc de la critique des albums. Mais je suis rentrée il y a 2 ans et demi pour travailler pour la revue des livres pour enfants internationale, qui est une revue en ligne, qui s'intitule Takam Tiku, ce qui veut dire en Wolof « J'en veux encore ». J'aime, j'en veux encore, et donc qui s'occupe de plusieurs zones, de zones francophones et du monde arabe, donc l'Afrique subsaharienne, dont je m'occupe, mais c'est aussi 2 collègues, Corinne Bouquin pour le monde, l'océan Indien et les Caraïbes, et Asmig Chahignan pour le monde arabe. J'en profite, je vais avoir un discours un peu corporate aujourd'hui, puisque forcément je représente la BNF, même si je vais vous parler de la Bibliothèque nationale des Pays-Bas. Donc, je me suis permis de vous mettre en format d'image l'article, qui est dans ce numéro-là. Donc, ce soir, au centre tchèque, à 19h, il y aura une conférence de Delphine Beccaria qui parlera de ce dossier qu'elle a coordonné. Delphine Beccaria étant une spécialiste, enfin une grande amatrice, est devenue une spécialiste de l'illustration tchèque. Et donc c'est au sein de ce numéro que j'ai eu l'occasion d'écrire un article intitulé « Retour de l'IFLA », la CIA, ce qui est donc en fait la Children and Young Adult Libraries for Children and Young Adult Section de l'IFLA, la Fédération internationale des associations de bibliothèques. Et cette section, en 2023, a organisé ce qu'on appelle un satellite, un meeting satellite à La Haye. La conférence annuelle avait lieu à Rotterdam, et une semaine avant, on a fait cette conférence à La Haye, et pour lancer une exposition de livres, justement, une exposition d'albums qui s'appelle « Le monde à travers les albums » en français et « The World Through Picture Books », dont vous voyez ici l'image, qui est une exposition alors incomplète parce qu'on n'est pas arrivé à récupérer tous les albums sélectionnés par les bibliothécaires du monde entier. C'est quand même une exposition de 261 livres qui a été là exposée pour la première fois au Salon du livre jeunesse de Chalon-sur-Saône. Donc si jamais vous étiez intéressé dans bibliothèque pour une exposition de livres, une exposition de livres que l'on peut manipuler, que l'on peut montrer et qui s'organise par continent, en fait. C'est comme ça qu'à Chalon, ça a été présenté, et qui permet de mettre en lien des enfants avec des albums du monde entier dans les langues. Donc il faut trouver forcément des médiateurs qui parlent les langues, qui les traduisent.
À Châlons, ils avaient trouvé quelqu'un en persan, en arabe, en allemand, en espagnol. On dit, bon, voilà, moi j'étais venue pour l'italien et le portugais. Voilà, donc ça c'était un petit peu vous dire d'où je parle aujourd'hui. Donc je suis pas une spécialiste de la mise en espace et de l'exposition, mais il se trouve qu'à travers cette visite à La Haye, j'ai eu l'occasion de voir comment une bibliothèque nationale, la Bibliothèque nationale de La Haye, avait pris en charge en fait le patrimoine de la littérature jeunesse nationale afin de la mettre en espace de façon ludique. Hein, comment un album pouvait devenir un décor. Donc je vous emmène aux Pays-Bas, à La Haye. Alors, La Haye, comme vous savez, c'est pas tout à fait la capitale. Amsterdam est la capitale des Pays-Bas, mais La Haye est aussi en partie capitale dans la mesure où elle abrite des institutions nationales, et entre autres la Bibliothèque nationale, qui s'appelait jusque-là Bibliothèque royale, et qui est devenue la Bibliothèque nationale en 2020. Alors, je ne peux pas vous expliquer les raisons de ce changement. Je le trouve assez intéressant, mais voilà, je serai incapable de vous l'expliquer. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, selon l'UNICEF, le pays des enfants heureux existe, et il n'est pas loin de chez nous. J'ai repris la manchette d'un article de revue en ligne, et ce pays, ce sont les Pays-Bas. Et principalement, une ville comme La Haye regorge de propositions qui peuvent culturelles, qui plaisent en général aux enfants. Vous avez là un lieu, le Badiou-Rodam, en fait, où on a les Pays-Bas, non pas à hauteur d'enfants, mais à hauteur de Lilliputien. Donc des maquettes qu'on peut visiter. Et ça, en général, bien sûr, ça enchante les enfants. Et au-dessus je vous ai mis une photo donc, du musée de la littérature, qui est aussi le musée des livres pour enfants. Comme vous pouvez vous en rendre compte sur le logo, il y a une sorte de double logo pour une unique institution, musée de la littérature, musée des livres pour enfants. Donc, dans ce musée, on ne trouvera pas de livres pour adultes, et c'est pas du tout un musée comme on peut l'avoir nous à la BNF, hein, mais c'est un musée uniquement orienté vers la littérature de jeunesse. Alors ça m'intéresse, ça m'a beaucoup intéressé, puisque je travaille à la Bibliothèque nationale de France, de voir comment une bibliothèque nationale pouvait s'emparer de ce patrimoine jeunesse pour pouvoir l'exposer, et on va voir, de façon ludique. Alors quand on dit de façon ludique, vous allez voir que très vite on a plusieurs types de propositions. Alors là, on n'est pas du tout du côté justement du ludique, on est du côté du musée de l'illustration, où comme tout à l'heure vous en parliez, Anne Queville, eh bien de la proposition horizontale du livre, on passe au mur, et de façon assez plate. Hein. Voilà, donc là on avait une exposition dont on a visité de Mariette Tenberge, qui est l'autrice d'un album qui a été traduit, je crois, à Versant Sud, et qui s'appelle Orientation Nord. Enfin voilà, donc là c'était, quand on rentre dans le musée de la littérature, musée des livres pour enfants, on commence par une proposition sur des illustrations. Alors c'est tout aussi bien des expositions permanentes que temporaires, et c'est le premier espace. Et comme vous voyez, cet espace en fait est traversé par une forme d'atrium où on a des gradins où sont enfermés des livres. Et là, on se retrouve plutôt dans une forme en fait de proposition de bibliothèque jeunesse un petit peu innovante, mais de bibliothèque jeunesse, où vous avez d'un côté des gradins pour des heures du conte, tout à côté une sorte d'igloo fabriqué de livres, ce qui est pas... Bon, c'est assez impressionnant et gigantesque, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu souvent, hein, transformer le livre en matériau de construction. Donc voilà, c'est mieux que de pilonner les livres, hein, je trouve ça. Et c'est assez beau, et c'est assez gigantesque et monumental. Et puis sur votre droite, une tente à histoire.
que ça assez... mais là, on reste dans quelque chose, d'une certaine manière, du déjà vu. Voilà. En revanche, voilà ici la proposition pour... alors, je ne parle pas néerlandais, donc il faudra être très indulgent avec moi s'il y a des gens qui parlent néerlandais, et je ne sais pas prononcer le nom de l'auteur de Petit Bon, qui est donc Max Vertuwidge, si quelqu'un voilà, peut me corriger, c'est bien. Il se trouve qu'en 2023, c'était l'anniversaire les 100 ans de sa naissance. Et donc, Papa Isjarig, ça signifie c'est l'anniversaire de papa. Donc, papa, le papa étant le papa de Petit Bon, que en néerlandais on appelle tout simplement grenouille. Je vous ai remis ici la photographie de l'espace qui lui est consacré, où on voit ce petit enfant blond qui regarde son papa. J'aime beaucoup cette photo parce qu'on comprend qu'on a transformé l'album dans un univers. Enfin, c'est à la fois un décor et un univers, une ambiance, une atmosphère, une luminosité. Voilà, ce qui pourrait être une sorte de dune de sable reçoit une lumière assez douce comme ça. Et puis derrière, on a une reproduction d'une page d'album au fond sur un écran. Et puis à gauche, en revanche, une reproduction pas du tout sur écran, mais d'un personnage. Là, on est vraiment plus dans l'illustration et dans ce qu'on pourrait presque appeler une forme pas de merchandising, mais vraiment de publicité. En bas à droite, on continue avec cet univers de Petit Bon, on reconnaît le monde des canards, etc. Alors, je reprends mes notes, et donc je reprends mon article pour vous dire voilà, que donc Petit Bon, en fait, c'est dans sa première illustration en 1969, et c'est vrai que ça a été un succès de la littérature néerlandaise. Et donc, ça a été traduit vraiment dans énormément de langues. Et cette exposition éducative et interactive, Je suis une grenouille, donne vie à toute la série. Des jeux stimulants permettent aux enfants de vivre les aventures de Grenouille et ses amis, chasse au trésor avec ours, patinage avec canard et préparation de tartes avec cochon. Tout ça, bien sûr, avec des ateliers à la clé. Comme les livres, l'exposition initie les enfants aux émotions telles que l'amour, la peur et le bonheur. Donc là, on passe moins, moi, à mes yeux, du livre à la page que vraiment du livre à la salle d'exposition. Et la question se pose de savoir si on n'est pas dans une forme d'aire de jeu, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est les questions que j'aimerais qu'on se pose par la suite. Une autre exposition, en plus de cette exposition très patrimoniale, nationale, qui rend hommage au père de la littérature de jeunesse contemporaine néerlandaise, une exposition plus pédagogique pour faire rentrer l'enfant dans le monde de l'écrit, donc qui s'appelait le ABC Animaux, et où on retrouve, vous reconnaissez bien sûr, Elmer. Alors c'était Elmer et Wilbur, les couleurs mélangées. Voilà, c'est ce que ça veut. J'ai regardé sur Google Translate pour m'aider à traduire le Kloren met Elmer et Wilbur. Voilà, vous retrouvez bien entendu le papillon d'Éric Carle, et puis tout en haut une proposition pour trouver les lettres. Et donc là, bien entendu, le corps de l'enfant est en jeu, parce que là, je ne sais pas si vous apercevez à côté du papillon d'Éric Carle cette petite fille qui a la possibilité de rentrer dans le corps du papillon. Donc on a un mélange entre de la 3D et puis au-dessus une proposition qui est juste en 2 dimensions de dessin. Voilà. Et de fait, donc, quand
quand on dit ludique, on dit donc manipulation, parfois aussi imitation, mais en l'occurrence pour les 3-6 ans, on est dans découverte, manipulation, toucher, texture. Voilà. Donc ça, c'était vraiment la predisposition pour les tout petits, ce qui est le thème d'aujourd'hui. Donc je ne m'attarderai pas sur les diapositives suivantes qui sont axées sur la proposition pour les 7-12 ans. Donc la proposition pour les 7-12 ans, c'est donc une entrée en littérature, et c'était donc l'autrice aussi néerlandaise Annie M.G. Schmidt, et qui propose là aussi de vivre une sorte d'immersion dans un univers avec des jeux comme un mixeur de mots, des vermicelles de lettres pour pouvoir voilà, faire des poèmes de manière un peu aléatoire, en mélangeant les mots, en mélangeant des phrases, etc. En jouant avec les mots, puisque c'est quelqu'un qui a une œuvre vraiment visiblement basée sur les jeux de mots aussi. Alors, ce qui est aussi nous a semblé très intéressant à la section des bibliothèques pour enfants et jeunes adultes, ça a été la proposition, enfin ça a été ça semblait à la fois intéressant et on a eu des grandes discussions à ce propos, la proposition pour les adolescents. Alors, je vais très très vite, parce que même si c'est pas le sujet, cette proposition est une immersion en fait dans des ambiances de littérature nationale et qui joue un petit peu avec les clichés de chaque littérature nationale. Donc là, vous avez vraiment, avec ce qu'a dit, l'idée que voilà, la littérature est un grand marché mondial et qu'on va pouvoir se servir. Et pour ce faire, eh bien, ils ont mis, j'allais dire, un petit peu le paquet en termes d'innovation, d'atmosphère. Donc, on a un univers mexicain qui fait penser un petit peu à tous les clichés qu'on peut trouver dans le film de Disney, Pixar, Coco. Là, un univers chinois avec un peu les casinos Macao. Donc cette proposition de Backstreet, ce qui m'a intéressé, c'était de voir à quel point nos collègues, mes collègues européens et asiatiques étaient très très favorables et trouvaient ça assez extraordinaire parce que on voyait un espace game où il était question entre deux exercices physiques, de jouer sur une phrase extraite d'un roman, un espace où il y avait un tatoueur professionnel qui faisait des tatouages à partir du livre préféré. Enfin, vraiment une proposition extrêmement militante pour faire lire les adolescents, tout en leur parlant de choses qu'ils connaissent ou d'activités qui leur plaisent. Et la réaction de nos collègues anglo-saxons a été extrêmement contrastée et mitigée, puisque tout en comprenant les intentions des concepteurs de l'exposition, ils avaient tendance à trouver que c'était de l'appropriation culturelle. Et ça, c'est ça qui, moi, m'a intéressé, de voir cette différence de perception, en fait, et de voir à quel point le débat public et idéologique aujourd'hui peut être investi dans des questions de littérature de jeunesse et de bibliothéconomie, dans le monde des bibliothèques, et de voir cette différence. On peut avoir comme ça, une analyse de réception différente quand on visite une exposition ou un musée avec des collègues du monde entier. Donc voilà. Donc en fait, les Américains trouvaient que c'était trop américain, trop américain, mais d'il y a quelques années. Ceci dit, voilà, ça c'est une collègue américaine qui trinque quand même avec le squelette mexicain. Alors, une fois ce petit voyage fait aux Pays-Bas, j'avais envie de revenir en France parce que je pense que vous avez tous entendu parler, si vous ne l'avez encore visité, de la Maison des Histoires, puisqu'en fait, on a eu l'occasion au CNLJ de le visiter, de la visiter, la Maison des Histoires. Et là, ça me semble très intéressant parce qu'on est sur une proposition, là on était sur une proposition très bibliothèque nationale, même si cette proposition était à la fois patrimoniale et en même temps
extrêmement ludique, extrêmement air de jeu en espace intérieur autour de la littérature de jeunesse, transformant l'album en décor. C'est ce que la Maison des Histoires, qui est donc la proposition d'espace ludique de l'école des loisirs, rue de Sèvres, derrière leur librairie, propose. Donc là, on est sur une proposition qui est donc qui relève du privé, qui est donc a priori commercial, même si précisément ils ont des objectifs qui vont au-delà du point de vue commercial, puisqu'ils reçoivent aussi des scolaires et puis des scolaires qui viennent vraiment de toute la région parisienne. Et vous pouvez aller voir sur le site, il y a une petite vidéo qui est formidable parce que ça pourrait presque être la publicité, la promotion pour un centre, enfin, une aire de jeu, un centre d'attraction. On voit des enfants jouer déguisés en pirates, on voit des enfants se jeter au milieu de la piscine, une piscine non pas de boules, mais une piscine de poussins de Claude Ponty. Et on voit des propositions scénographiques qui, par exemple, bien sûr une référence à Max et les Maxi-Monstres. On reste sur le mur, là, pour Max et les Maxi-Monstres, mais en face, on a Claude Ponty, et là, on est dans de la troisième dimension, et là, on est dans le jeu, puisqu'on a transformé les poussins en coussins et en jeu. Donc, on est, je pense qu'on fait appel à ça aussi, à tout ce qui peut être la transformation des héros de la littérature de jeunesse en produits de merchandising, sauf que là, on est dans une proposition extrêmement gratuite. Et donc, je trouve ça, c'est un lieu assez vraiment magique à aller voir, à fréquenter, et un lieu magique où les livres deviennent des jeux d'enfants. Alors, je trouve que c'est vraiment un slogan qui marche très bien, puisqu'on connaît l'expression « c'est un jeu d'enfant ». Et en même temps, on se rend compte à quel point ce genre de proposition arrive finalement dans l'histoire, très tardivement, on est en 2024, et la question des enfants dans des musées, elle se pose depuis très très longtemps. En fait, on a essayé de faire venir, on a fait venir les enfants voir les bébés au musée, et on s'est posé la question du jeune public au musée, c'est-à-dire qu'on on a proposé à des enfants des œuvres qui n'avaient pas forcément été conçues pour eux du tout. La question ne s'était pas posée. Et on a inventé des procédés de médiation extraordinaires. On peut penser à l'atelier des enfants à Beaubourg, qui a donné naissance à cette collection qui a beaucoup marqué toute une génération pour les livres d'art pour enfants, qui est l'art en jeu. Qui a justement, alors là, pour reprendre votre propos, on est parti des activités pour enfants pour en faire des livres, mais c'était toujours de la médiation. C'est-à-dire que ce n'était pas une œuvre sui generis de son propre fait, d'un illustrateur, d'un auteur-illustrateur, mais c'était des œuvres vraiment des chefs-d'œuvre du patrimoine de l'art moderne et contemporain. Vraiment, cette collection, elle est assez extraordinaire. Donc on a fait pendant des années, enfin à partir du moment où les musées se sont ouverts aux enfants, il y a eu énormément de publications sur ce thème-là. Donc je me suis amusée à aller en salle I, trouver des livres dans les livres de référence au rayon 700, donc en art, pour voir tout ce qu'il y avait. Et donc voilà, je vous ai mis les couvertures, hein, comment parler d'art aux enfants, les bébés au musée, c'est quelque chose d'extraordinaire. On voit des photos, on voit des enfants, des bébés dans des poussettes qui tiennent, enfin on leur tient devant les yeux, les tableaux en miniature du tableau qu'ils voient sur le mur, et ils tiennent dans la main la représentation du tableau en petit. Donc on a fait des expériences folles avant que de faire rentrer finalement l'art qui était chez eux dans les livres jeunesse, d'une certaine manière, dans un musée. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé mon rapport d'étonnement. Ça, c'est un terme un peu administratif. Vous en avez peut-être tous fait, des rapports d'étonnement. Nous, à la BNF, on nous demande des rapports d'étonnement. Voilà, quand on arrive de faire son rapport d'étonnement. Et tout d'un coup, c'était de prendre de la conscience, de me dire, mais finalement, on a commencé par des choses parce que c'était ce qu'il y avait dans les musées, sans se rendre compte que finalement,
l'art est dans les livres jeunesse, et on ne le savait pas d'une certaine manière. Donc, je rejoins complètement ce dont vous parlez sur la différence ou pas entre eux, et que c'est une différence socio-économique de moyens, mais finalement, c'est les mêmes objectifs qui sont poursuivis de l'artiste et de l'auteur-illustrateur. Et alors, ce rapport d'abandonnement, j'ai dit suite et fin, puisque oui, en France, bon, on n'a pas de la Bibliothèque nationale n'a pas de proposition comme le musée, le musée des livres pour enfants et de la littérature des Pays-Bas. En France, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le musée de l'illustration, hein, à Moulins, comme vous le savez. Et bien, ce musée, il est ouvert que depuis 2005. Alors même que la question de l'enfance, de l'art et des enfants au musée, c'est une question qui a plus de 50 ans. Donc ça m'a semblé intéressant, de manière un peu naïve, de regarder dans le rétroviseur et de vous proposer ces dates-là, en fait. Dans la précédente, La enfance, art et quotidienneté, c'est un livre sur la maison des enfants à Bordeaux, qui date des années 80 en revanche. Voilà, et où le livre n'est pas présent. Donc, ouvert en 2005, donc en 2025, ils fêteront leurs 20 ans. Ceci étant dit, le musée de l'illustration, c'est un musée de l'illustration et pas un musée du livre jeunesse. Et je pense que là, on a une vraie différence, parce que précisément, du coup, on prend l'illustration comme œuvre d'art, et c'est la question du mur qui se pose, et non pas la question de la mise en espace, du volume, de la temporalité, de tout ce dont vous avez parlé. Moi, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'intervenir après vous, et j'ai adoré votre... on ne s'est pas concerté du tout, mais je pense que voilà le rapport d'étonnement fin que je voulais vous proposer, pour essayer d'expliquer en fait cette place de l'illustration dans l'espace d'exposition. Vous connaissez sans doute cet album jeunesse, Un jour un chien, qui est un album de Gabrielle Vincent, mais qu'elle a publié en 1974 sous le nom de Monique Martin. Et donc, pourquoi cette question? Eh bien, c'est la précédente communication qui peut y répondre. Elle se voulait artiste, et elle avait, si ce n'est honte, elle ne voulait pas être connue comme Gabrielle Vincent en publiant Un jour un chien. Et donc, elle a pris le nom de sa mère, Monique Martin. Et donc, la première édition, c'est celle avec Monique Martin. Et ensuite, quand elle a assumé qu'elle était une artiste en étant auteure et illustratrice, forcément, elle a republié avec son propre nom. Mais je veux dire qu'il y a eu une autocensure pendant des années des auteurs illustrateurs, et on peut penser aussi à Chen Chang-kong, qui était un peintre qui est arrivé en France pour être peintre, qui a échappé après Tiananmen en 89 à la Chine, et qui est arrivé en France. Et c'est l'école des loisirs. Voilà, l'éditeur qui est venu le voir pour lui dire ça vous dirait pas de publier. Et c'est comme ça qu'il est devenu d'abord illustrateur, et puis très vite auteur-illustrateur. Et on a un peu l'impression, on peut se poser la question, justement, cette figure de l'auteur-illustrateur, finalement, l'illustrateur devient artiste en devenant auteur aussi. Il y a cette question qui se pose. Alors, je reviens, excusez-moi, oui, je me dépêche. 2 minutes? Très vite. Donc, je reviens à la bibliothèque qui vous accueille tous les jours, si vous le souhaitez, sauf le lundi, de la salle I du CNLJ, où on peut trouver justement des choses sur les enfants. Parce que, en présentant cette communication, je me suis dit que ce qui était en jeu dans un musée qui transformait l'album en décor et en espace de jeu, c'était une architecture pour enfants. Une architecture du jeu, une architecture de l'ère de jeu. Et dans ce livre, justement, c'est les questions qui se posent. À quoi jouons-nous? Donc, il y a forcément, dans un musée vraiment conçu pour les enfants, une question de déambulation, de vitesse, de mouvement,
de résistance des matériaux donc, et de texture, les 5 sens qui sont convoqués, regarder, voir, toucher, les odeurs qui comptent aussi. Et donc en fait finalement les questions qui se posent, c'est cette question voilà, d'architecture pour enfants et comment elle peut être pensée dans un musée qui se veut vraiment ludique et qui se veut comme un jeu d'enfant. Voilà, alors évidemment, j'aurais pu aussi vous parler avant de parcs d'attractions, en fait, et comment, parce que c'est les mêmes questions qui se sont posées. Et je pense que là, on est à la frontière entre le privé et le public, la question du droit d'auteur et de l'industrie du livre. On voit bien que dans la Maison des Histoires, c'est plus facile pour une maison d'édition de proposer ce genre de choses parce qu'ils peuvent négocier directement avec leurs propres auteurs. Comment on fait quand on est une bibliothèque nationale, par exemple? Bon, voilà, là, je pense que c'est pas à travers des dons, des donations, et quand on est dans du patrimonial qu'on peut faire le genre de propositions que les Pays-Bas ont faites. Mais on est au carrefour, finalement, de différentes pratiques qui tiennent lieu, voilà, de l'architecture, le parc d'attractions, hein, même si j'en parle pas beaucoup. Et je pense qu'il y a tout un champ comme ça qui peut s'ouvrir pour penser de manière intelligente et raisonnée ce patrimoine qui est en train de se constituer de littérature jeunesse du XXe siècle et du XXIe siècle. Et j'espère bien qu'un jour, toutes les bibliothèques nationales s'empareront de cette question. Je vous remercie. Alors, nous allons accueillir des questions. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenantes? C'est le moment ou jamais. Sinon, on a l'air un peu stupide. Je vous remercie pour ces interventions. Je suis enseignante pendant 20 ans, j'ai exercé en maternelle et je ne sais pas si ça marche bien. Non, voilà. Pardon. Et je me reconvertis vers les musées et donc toutes les questions que vous avez évoquées sur... et j'ai une activité personnelle d'auteur aussi. Et toutes les questions que vous posez par rapport au statut de l'artiste, de l'illustrateur et de la présence des enfants dans des lieux... où on leur donne accès à l'art et où on transmet un patrimoine, me semble vraiment, vraiment pertinente. Mais je m'interrogeais par rapport à la première intervention sur cette notion du livre comme espace et de la présence, quand on est en exposition, d'une vision globale, immédiate en fait, des œuvres qui sont exposées quand on est avec un artiste plasticien. Parce que finalement, dans une exposition, il y a souvent plusieurs salles. Et donc, il y a aussi ce rapport qui peut être pensé pour l'artiste plasticien d'une présentation dans une narration, en fait, comme vous l'avez évoqué aussi. Mais c'est vrai que cette distinction qui fait aussi, pour le statut de l'auteur, illustrateur et de l'artiste, c'est intéressant de penser en rapport avec la deuxième intervention, que c'est quand l'illustrateur devient auteur qui s'autorise à prendre un statut d'artiste. Et c'est aussi la présence en fait, qu'on accorde de respect à l'enfant finalement et à la petite enfance et à la toute petite enfance dans notre pays en particulier. Voilà, donc je remercie beaucoup. Puis c'est par rapport à cette place de l'enfant, à un moment où la démographie baisse, qui me semble important de valoriser. Je vous remercie beaucoup. Encore, oui. Dans cette question de... oui, j'avais un truc qui m'était passé par la tête, il est ressorti aussi vite, mais qui me semblait important, ça va peut-être me revenir.
Oui, c'est ça. Quand l'illustrateur devient auteur, c'est à ce moment-là qu'il deviendrait un artiste. Il s'autoriserait. Je ne suis pas sûre. En tout cas, de l'extérieur, on autorise l'auteur-illustrateur à devenir un artiste quand il fait œuvre. Souvent, c'est ça. Donc ça veut dire quand il a plusieurs albums, et tout d'un coup, on se dit que on quitte la notion d'utilité. C'est plus un album pour raconter une chose, etc. C'est un ensemble d'albums qui racontent à peu près toujours la même chose, d'ailleurs comme dans tout travail littéraire. Ça dit toujours à peu près la même chose, mais sous une autre forme. Et donc, à ce moment-là, on se dit, on n'a vraiment pas quelqu'un qui a l'air de servir quelque chose, mais quelqu'un qui a l'air de se servir d'un support pour parler de lui et de ses préoccupations. Après, ça s'adresse à un public jeunesse ou adulte, etc., peu importe. Mais ça veut dire que là, tout d'un coup, ça fait œuvre. Et quand ça fait œuvre, alors on passe de l'autre côté. Là, on est un vrai artiste. Quand on n'a fait qu'un livre, ça ne marche pas. Même si on s'autorise à être auteur, illustrateur. Et quand j'entendais la question avec Monique Martin, Gabrielle Vincent, etc., ouais, c'est vrai qu'elle avait fait des études de peinture, si je ne me trompe, au départ. Et donc, il y a aussi cette idée de... J'ai parlé d'utile là tout à l'heure, mais il y a l'argent. L'argent est sale dans les écoles d'art. Chez nous, c'est sale. Si on gagne des sous, c'est pas bon signe. Alors évidemment, il y a des grandes vedettes, des grands artistes plasticiens qui se font de l'or en barre et qui vendent des choses très chères, etc. Mais je veux dire, vraiment dans les écoles d'art, souvent se dire, on expose, il faut montrer son travail. Mais si on commence à le vendre, ça commence à devenir un peu suspect. Et donc, un auteur illustrateur, il y a eu des plasticiens qui font des livres à côté parce que ça rapporte un peu plus peut-être que parfois d'exposer en galerie, mais on préfère ne pas en parler parce que cet argent-là, il est sale. Et de toute façon, cet argent-là servira aussi à faire de l'art à côté. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est très intéressant. Bonjour, Céline Latil, moi je suis la responsable du centre de documentation du MACVAL, le musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Et moi je voudrais rebondir sur un certain nombre de points, la question du statut de l'artiste, de l'auteur, l'illustrateur. Aujourd'hui on a toute une génération de jeunes artistes qui en fait décloisonnent les pratiques et s'intéressent au livre, soit du côté de l'illustration, soit en tant qu'espace de création plastique. Et qu'on a des profils aujourd'hui, finalement, qui refusent d'être rangés dans des cases. Je pense par exemple au duo Isinori, qui ont vraiment une pratique à la fois autour de l'album jeunesse, de l'illustration, du dessin de presse, du graphisme, etc. Nous, au centre de documentation du MACVAL, on développe, et c'est là aussi je voulais en venir, la question du livre d'artiste et du livre d'artiste pour enfants, parce que là c'est encore une autre approche, on n'est pas sur l'album, mais vraiment sur le livre comme espace de création. Et du coup, qui nous pose nous aussi beaucoup de questions dans leur présentation et leur exposition. Et nous, on a fait le choix, alors parfois problématique pour des questions de conservation, mais d'utiliser le livre d'artiste et le livre d'artiste pour enfants comme outil de médiation. Et en fait, on utilise le livre en visite avec des tout-petits. Nous, on a des visites bébés au MACVAL, où on va utiliser le livre d'artiste devant les œuvres comme outil de médiation. Alors ça pose d'autres questions. Mais là, on est aussi dans la manipulation, parce que la présentation du livre sous vitrine, vous en parliez, qu'est-ce qu'on expose, la couverture, une page, etc. Il nous semble important de pouvoir manipuler le livre pour le présenter. Donc voilà, moi il y a la question du livre d'artiste et de sa place dans tout ce que vous avez dit ce matin, en fait. Je pense que le livre d'artiste, justement, on est typiquement dans une œuvre du multiple. Et de même, les artistes plasticiens font des œuvres multiples. Donc là, on est un petit peu enfin, certains en tous les cas, à la frontière. Mais en effet, la question la question socio-économique, enfin économique finalement, de production des œuvres et de leur monstration, de leur exposition, elle est centrale en fait.
entre la reproduction d'une figurine de Schtroumpf ou d'Astérix au parc Astérix, et puis une exposition de Sarah Chevaux qui va donner lieu à Nuit de Chance, ben, on est à deux extrémités. Et d'un côté, on a de l'argent privé, capitaliste, etc. Et puis de l'autre, on a forcément un investissement public de politique culturelle. C'est-à-dire que c'est toujours cette même question de curseur, enfin, Moi, j'ai une question sur les maisons du livre. Émilie, je me demandais si, je suis là, si dans les maisons du livre, il y avait de la place pour la voix du livre. Est-ce qu'on entend des lectures? Alors, je crois que dans la Maison des Histoires, oui. Enfin, vraiment. J'ai pas d'action à l'école des loisirs, hein, mais vraiment, nous, on a été charmés quand on a été voir ce qu'ils faisaient, et forcément, il y a des lectures pour les scolaires, puis il y a une dimension sociale. Alors, bien entendu, hein, cette dimension économique, elle est là, puisque forcément, on sort, on tombe dans la librairie, hein, et c'est normal. Et d'ailleurs, quand le dimanche, il y a des manifestations et que la librairie est fermée, les gens sont frustrés, parce qu'ils ne peuvent pas passer à la boutique du musée, enfin, à la librairie. Donc, je pense que... Et pareil, au musée de la littérature et des livres pour enfants, je n'ai assisté à aucun atelier, mais on nous a parlé d'ateliers en néerlandais et en anglais aussi. Et donc, il y a des sortes d'heures du compte. Alors, le dispositif numérique est très présent. Donc là, c'est difficile pour moi je vous ai présenté ces images-là, et j'en ai une vision un petit peu, voilà, de voyage d'études très abstrait, en fait. Mais je pense que oui, dans ces maisons du livre, et c'est vrai, enfin, moi, si j'ai eu envie d'écrire ce retour de l'IFLA et cet article, c'est que finalement, en France, on ne peut pas se balader dans Célesteville, on ne peut pas se balader sur la planète Molle. Enfin, et pourtant, voilà, enfin, le fils de Laurent de Bonneuve vient de mourir. On a une œuvre là qui est pour le coup aussi une œuvre de peintre à l'origine. Hein. Jean de Bonneuve était un peintre qui n'arrivait pas à vendre ses œuvres, et à qui on a dit tu veux pas illustrer, voilà, enfin, ça a commencé comme ça aussi, hein. Et c'est une œuvre, enfin, c'est des albums qui jouent avec les conventions de la peinture classique. On a le même personnage, enfin, le même personnage qui évolue, qui fait plusieurs actions sur une même page. Donc il y a un vrai lien finalement entre l'histoire de l'art occidental et cette narration-là et l'illustration jeunesse. Et moi, j'aurais rêvé enfant, et j'aurais rêvé pour mes enfants pouvoir mettre en scène les albums de Babar. Bon, ça, en France, voilà, je pense que voilà, quand en 2005 on fait le musée de l'illustration à Moulins, c'est un musée de l'illustration avec des expositions sur des illustrateurs, auteurs, illustrateurs, peu importe. Mais je veux dire, il n'y a pas cette recréation qui, à mon avis, voilà, pose la question de la troisième dimension. Hein. Enfin, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup intéressé de reparler de narration. Mais quand Anne, tout à l'heure, vous disiez, on voit les œuvres en simultané, c'est vrai, et en même temps, dans un parcours d'exposition, c'est un parcours, donc on déambule aussi. Donc cette temporalité qui correspondrait à la tourne de page, enfin, il y a quelque chose quand même qui... Parce que c'est ce qui a été dit à propos de salles différentes d'exposition, mais malgré tout, quand on arrive, on voit quand même plus que dans un album. Mais de loin, oui. On va vous proposer... Oui, j'ai encore deux questions. Bonjour, je m'appelle Brigitte Van den Bosch. Anne, tu me connais. Je suis la coordinatrice à Liège, en Belgique, d'une association qui s'appelle les Ateliers du texte et de l'image, les ATI,
UTI, dont le fondateur est Michel Defourny. Et donc je gère l'association de Michel Defourny et avant tout son centre de documentation spécialisé en littérature jeunesse et plus particulièrement l'album jeunesse. Alors depuis 2 ans maintenant, la collection de livres, qui est une collection extraordinaire, en tout cas pour notre petit territoire belge francophone, la collection de Michel Defourny est extraordinaire. Parallèlement à cette collection, je dois maintenant développer, j'ai eu la joie d'avoir la mission de développer une collection d'images originales d'auteurs illustrateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc de la Belgique francophone. Ça n'existait pas encore chez nous. Auteurs illustrateurs jeunesse. Voilà. Donc, par exemple, Anne Herbaut, Loïc Gaume, Kitty Crotter, etc. Je parle aussi d'illustrateurs français, mais qui résident en Belgique. Voilà. Alors, on a la spécificité de cette collection, outre le fait qu'elle est liée à des œuvres originales relatives à des albums jeunesse, la spécificité aussi de cette collection, depuis peu, donc depuis 2 ans que je la développe, c'est de bénéficier d'énormément de recherches graphiques. Donc on a les œuvres originales liées aux images des albums, mais aussi et c'est même parfois plus intéressant, des images qui témoignent de recherches. Voilà, des esquisses, des brouillons, des carnets. Voilà, donc ce que j'imaginais être juste au départ une collection d'originaux devient une collection d'originaux et de recherches. Et très régulièrement, et très souvent, ou en tout cas c'est le constat qu'on a fait avec Anne il y a quelques jours, c'est que les recherches, les cahiers, sont presque plus intéressants que l'image aboutie, liée à l'album. Voilà. Alors, pourquoi je voulais juste évoquer ceci aussi dans le cadre de cette journée, c'est que se pose maintenant la question de la valorisation de cette collection. Fin 2024, on va et faire une exposition de cette collection et sortir un catalogue, donc dans 6 mois, dans l'état de la collection. Alors, ce qui guide la scénographie de cette exposition, c'est le public auquel s'adresse cette collection et en général auquel s'adressent les ATI. C'est-à-dire pas du tout un grand public ou un public familial, mais plutôt un public de chercheurs. Donc énormément d'étudiants du supérieur artistique, énormément des étudiants du supérieur pédagogique, des bibliothécaires, des animateurs socioculturels, bref, tout ce qui est professionnel du livre, de l'image et de l'enfance. Voilà. Donc se joue là, de manière assez inédite chez nous, un objectif de valorisation temporaire, donc pas muséal, mais temporaire, d'un patrimoine qui s'adresse avant tout à des chercheurs, ou des professionnels, ou des médiateurs. Voilà. Je voulais juste le mentionner, ça me semblait important. Anne est au courant, mais peut-être que pas l'ensemble du public aujourd'hui. En fait, j'aurais peut-être 2 questions, une pour chacune, mais s'il n'y a pas assez de temps, c'est pas grave. Mais j'avais une question pour Anne sur l'intégration de la pensée de l'exposition dans le cursus d'illustration aux Beaux-Arts. Est-ce que c'est quelque chose que, comme vous l'avez montré, ça peut émerger à partir d'une exposition qui va ensuite venir vers le livre, d'un livre qui va aller vers l'exposition et tous les paramètres, voire même, ce que j'aimais beaucoup dans votre présentation, c'est les fiches techniques d'installation de l'exposition qui sont tout aussi intéressantes, même visuellement, et aussi narrativement, peut-être que l'exposition en elle-même. Est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans l'atelier, qui est postérieur peut-être parce que ça constitue tout un autre pan de leur production qu'ils n'ont pas encore abouti? Non, ça n'intervient pas. Ça devrait, hein, ça pourrait, ce serait bien, mais on n'a pas le temps. Déjà, faire des bouquins, écrire des histoires, c'est un travail de dingue. Donc, on se concentre là-dessus. Et c'est vrai qu'on devrait penser à la manière d'exposer. Ils exposent pour leur jury, mais on fait ce qu'il ne faut pas faire. On étale les planches sur les murs, quoi, pour que les gens puissent lire. C'est très mauvais.
Mais bon, voilà, on le fait comme ça parce que il faut bien trouver un système facile, mais non, on ne procède pas de cette manière-là. Peut-être qu'à force de discuter sur la manière de concevoir des livres, j'espère qu'ils sentent bien que quand ils doivent penser une exposition, ils ne peuvent pas juste extraire des pages et les mettre sur un mur. Mais tout d'un coup, je me faisais la réflexion après, je me disais, je crois qu'il existe de mauvaises expositions de littérature de jeunesse, tout comme il existe de mauvais livres. À partir du moment où on ne veut pas lâcher prise et on veut absolument contrôler le livre en disant « moi je veux raconter ça, je veux dire ça à un enfant, je veux lui apprendre ça », ce que moi je classe dans la catégorie des livres médicaments, que je trouve pas intéressant du tout. Je dis tout le temps aux étudiants, il faut raconter des histoires. On raconte des histoires, derrière il y aura toujours bien un truc qui se dit. Donc si on abandonne un peu cette idée de vouloir contrôler le travail, contrôler le livre et ce que l'on raconte pour obtenir un résultat X ou Y quand le lecteur enfant le lit, eh bien on peut aussi imaginer qu'une exposition doit être conçue de la même manière. Il ne s'agit pas d'installer un parcours où on sait exactement ce qu'on attend de l'enfant. Il faudrait qu'il puisse expérimenter et que peut-être il invente des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est un petit peu le principe aussi en voyant les aires de jeu, parce que c'est aussi un truc qui m'intéresse, les aires de jeu. Les aires de jeu de Bruno Munari ou de Noguchi, etc., sont conçues dans cette idée-là. C'est des espaces d'expérimentation où on ne sait pas exactement ce que l'enfant va faire. On verra bien. On essaye d'ouvrir un maximum de possibilités sans être dans le contrôle de... On dirige toutes ses actions, sa manière de lire, sa manière de s'amuser, sa manière de comprendre, etc. Je trouve que c'est pas bon. Si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. Moi, je dis toujours ça. Si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. On peut, sinon, quoi, il faut avoir lu tous les livrets pour aller écouter un opéra. Non, hein. Voilà. On peut s'y mettre doucement et puis on apprend des choses qui s'additionnent petit bout par petit bout. Et bon, c'est bien, quoi. C'est bien comme ça. Un grand merci à toutes les deux. On vous propose 15 minutes d'entracte et le temps d'installer la table ronde.